Dans le ciel de Paris, elle est la seule à pouvoir rivaliser avec la Tour Eiffel. Haute de 210 mètres, faite de 59 étages, visible de tous les points de vue, voici la Tour Montparnasse. Avec ses 120 000 mètres carrés de surface, l'équivalent de 60 bâtiments de 5 étages, et sa capacité d'accueil de 7000 personnes, la Tour est une ville dans la ville. On a constitué avec la Tour et tous ses services et le centre commercial un isolat. Finalement, les 7000 personnes pouvaient vivre toute la journée sans sortir. Comment ce bâtiment hors norme a-t-il pu voir le jour en 1973 dans une ville traditionnellement attachée aux structures haussmanniennes? C'était un pari aussi sur l'avenir d'imposer une tour, mais sans véritablement savoir comment on allait pouvoir la construire et qui pouvait la construire. De quelle façon? Grâce à quels moyens la construction de cette tour gigantesque a-t-elle été possible dans un Paris déjà établi et particulièrement dense? Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était le fleuron de l'innovation, dans tous les points de vue. Pour édifier ce monstre de béton et de verre, les ingénieurs vont surmonter de nombreuses contraintes techniques, comme le passage d'une ligne de métro à l'endroit même où l'on veut construire la tour. On ne peut pas déstabiliser le métro et arrêter son fonctionnement. Pour accomplir cette construction d'une hauteur totalement inédite en France, les ingénieurs ont dû entièrement repenser les techniques de construction et mettre en place des outils innovants. Le coffrage montait, il avançait de 15 à 20 cm par heure, ce qui est énorme. La tour Montparnasse s'illustre comme l'un des bâtiments les plus modernes de son époque, en se dotant d'une logistique performante pour acheminer l'immense flux de personnes qu'elle va recevoir. Il y a une contrainte de la verticalité qui fait qu'on doit avoir beaucoup d'ascenseurs, des ascenseurs qui doivent aller relativement vite. À l'aube de sa complète rénovation, la tour Montparnasse sera à nouveau objet de toutes les innovations afin de répondre aux enjeux cruciaux du XXIe siècle. C'est pas qu'un projet d'esthétique, un projet de bâtiment comme celui-là. Le vent, normalement, c'est une force très violente qui vient solliciter la tour. Et là, on s'est dit, au lieu d'être toujours contre cet élément, eh bien, on va l'utiliser pour la ventiler naturellement. Architectes et ingénieurs ont exceptionnellement accepté de nous répondre. Vous allez tout comprendre de cette tour colossale, de sa création à sa métamorphose, la tour Montparnasse, un chantier record. En plein cœur de Paris se trouve un quartier exceptionnel par son architecture et la complexité de ses installations. Montparnasse. Au croisement de 4 lignes de métro et de sa gare, drainant chaque jour près de 82 000 voyageurs, ce quartier est aussi l'un des plus fréquentés de la capitale. L'édifice qui surplombe cet ensemble n'est autre que la fameuse tour Montparnasse. Un bâtiment gigantesque de 210 mètres de haut, fruit d'un chantier titanesque et totalement novateur pour son époque. Un gratte-ciel où 5000 personnes viennent travailler quotidiennement. Un monument emblématique où se pressent chaque année plus d'1 million de visiteurs, admiratifs du panorama unique sur la ville lumière. La tour fait partie des visites obligées des tours opérateurs. Ça ne désemplit pas. Aujourd'hui, petit à petit, qu'on le veuille ou non, cet élément-là est devenu finalement un symbole de Paris à l'échelle de la Tour Eiffel, à l'échelle de Montmartre, à l'échelle d'autres grands monuments. Pour comprendre comment ce projet fou a pu voir le jour, il faut revenir à une époque où Paris est loin d'être le symbole de la modernité. « 1956. Paris semble figé dans le passé. 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, son visage n'a pas changé, contrairement à New York ou Londres, qui ont déjà répondu aux nouveaux enjeux économiques de l'époque et construit de grands centres d'affaires faits de buildings spacieux et modernes. Pour la première fois de son histoire, la ville lumière semble ne pas pouvoir rivaliser avec ses voisines européennes et mondiales dans la course à la construction et l'innovation. Il y avait la volonté de remettre Paris comme une des capitales du monde vis-à-vis de New York ou même de l'Italie ou de Londres. Paris, à côté, est une ville ancienne, un peu noire, un peu sale. Voilà, ça n'est pas une ville très attractive. Paris ambitionne donc de s'élever au rang de ville moderne.
D'autant qu'elle connaît une croissance économique en forte évolution, 2 fois plus que celle de l'ensemble du pays. La capitale est en pleine expansion. Alors pour accueillir tous ces nouveaux travailleurs, l'État veut créer un immense centre d'affaires en plein cœur de la ville, à l'heure où le quartier de la Défense n'existe pas. Paris doit marquer le coup de sa modernité de manière assez triomphante pour expliquer qu'elle est bien dans le concert des nations, enfin en tous les cas, dans le futur concert européen qui va se jouer. De tous les quartiers actuellement en rénovation dans Paris, il en est un en particulier qui concentre toutes les attentions, le quartier de Montparnasse. Sa célèbre gare n'est plus en mesure d'accueillir les 50 000 voyageurs par jour, un trafic multiplié par 5 depuis la fin de la guerre. Cette restructuration nécessaire va être le prétexte à la rénovation de tout un quartier. L'ancienne gare, qui se trouvait jusqu'alors au croisement de la rue de Rennes et du boulevard Montparnasse, sera reculée de presque 200 mètres de l'autre côté de l'avenue du Maine. La place libérée dégagera 8 hectares de terrain, plus grande que le Stade de France. De quoi largement inventer tout un quartier. Tous les ingrédients sont là pour que ce quartier un peu passéiste devienne, avec cette gare, un lieu de réaménagement. Cette transformation coïncide parfaitement avec les ambitions politiques et elle donne lieu à l'un des projets d'urbanisme les plus conséquents que la capitale n'ait jamais connu. Son nom, l'opération Maine-Montparnasse. Ce chantier, appelé à être l'un des plus importants de son époque, aura pour pièce maîtresse un monument hors norme, bâti grâce à de nombreuses prouesses techniques et architecturales. La tour Montparnasse, un édifice de plus de 200 mètres de haut. 1959. Un an après la naissance du projet Maine-Montparnasse, un homme est désigné aux commandes, le sénateur et préfet Edgar Pisani. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il voit grand. Edgar Pisani est l'homme clé de cette affaire. Il est préfet de Haute-Marne, sénateur de ce département. Il a des amis à la SNCF. C'est lui qui voit le potentiel immédiat de cette opération. C'est lui qui va être quand même l'initiateur de cet événement et qui va le défendre. Et qui effectivement va défendre cette idée de dire un Paris moderne, un Paris qui rentre de plein pied dans le XXe siècle. Pisani est un visionnaire. Pour lui, l'opération du Maine-Montparnasse sera divisée en 4 secteurs. Les secteurs 1 et 2 regrouperont des immeubles d'habitation. Le secteur 4 sera consacré à une nouvelle gare capable d'accueillir 3 fois plus de voyageurs que l'ancienne. Enfin, le secteur 3 devra impérativement abriter une tour de grande hauteur pour signaler ce nouveau centre d'affaires dans la capitale. À cette époque, la tour était réservée vraiment à l'idée de ramener en centre-ville des bureaux, alors que Paris est composé finalement surtout d'ateliers et de logements, et donc de ramener un centre d'affaires au cœur de Paris. La construction de cette tour, capable d'accueillir plusieurs milliers d'employés, devra replacer Paris comme le nouveau centre économique international. La tour Montparnasse, elle est le symbole suprême de cette nouvelle ville et de cette nouvelle esthétique. Avec son découpage en 4 secteurs et son immense tour, Edgar Pisani parvient à séduire le gouvernement représenté en la personne d'André Malraux. Malraux, il est très important parce qu'il est le ministre en charge de la culture à ce moment-là. Donc rien ne se fait sans que Malraux soit d'accord. Le ministre est particulièrement séduit par la maquette de la tour du secteur 3. Son nom, Antigone. Avec ses 150 mètres de haut, soit 7 fois la hauteur d'un immeuble haussmannien, elle sera à coup sûr le fer de lance d'un Paris moderne et ambitieux. Il désirait quelque chose de neuf, quelque chose de très visible, de très visiblement différent. Et là, on avait fait exactement ce qu'il fallait. Seulement voilà, si le projet de tour est un succès, sa concrétisation apparaît impossible. Les ingénieurs se heurtent à la réalité. L'ouvrage est techniquement irréalisable avec les moyens logistiques de l'époque. Il n'y avait pas d'entreprise capable de le faire. Le projet de tour est pour le moment au point mort. Comment et par quels moyens édifier ce bâtiment d'un genre totalement nouveau en France? La réponse va mettre 10 ans à être apportée. Elle portera le nom de Tour Montparnasse.
1969. 10 ans après ses débuts, l'opération Maine-Montparnasse prend forme. Les secteurs 1, 2 et 4 seront bientôt opérationnels. Toutes ces opérations ont été finalisées avant le chantier de la tour. Donc, on avait la gare qui était en fonctionnement et il ne restait plus que la tour et le centre commercial à construire. Le secteur 3 est encore inexistant car son financement a posé problème. Mais l'État a trouvé une solution. Les 65 millions de francs de l'époque, nécessaires à la construction, ont été récoltés en vendant les surfaces de bureaux à l'avance à des investisseurs. Résultat, en cette année 1969, la construction de la tour peut enfin débuter et elle sera encore plus ambitieuse que le projet initial de la tour Antigone. 210 mètres contre 150 mètres. Tout d'abord, le secteur 3 prendra forme en souterrain avec toute une série de parkings, puis un centre commercial sur 3 niveaux, ainsi qu'un premier immeuble de 12 étages. Enfin, la pièce maîtresse, la tour Montparnasse. Sa hauteur de 210 mètres fera d'elle la tour la plus haute de toute l'Europe. Entièrement faite de métal et de verre, elle sera 15 fois plus lourde que la tour Eiffel avec près de 122 000 tonnes. Une fois terminée, cette tour déploiera 120 000 mètres carrés de surface, capable d'accueillir 7 000 personnes, l'équivalent d'une ville comme Guingamp en Bretagne ou Louvciennes dans les Yvelines. C'était une période dans laquelle on avait des grandes visions d'architecture et d'urbanisme. À l'époque, ils avaient des intentions peut-être plus grandes pour la modification de la ville. C'est passer d'une ville historique à une ville moderne. Paris s'apprête à accueillir l'un des chantiers les plus pharaoniques de son époque. Il est alors question que les travaux durent 2 ans. Mais ce projet démesuré apporte son lot de critiques. Les oppositions à la tour, elles sont des oppositions esthétiques. Il y a une très grande polémique dans la presse. Les gens sont pour la tour, sont contre la tour, en disant ça défigure Paris, ça n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Elle est en co-visibilité avec les Invalides. Regardez, on va la voir derrière les Invalides, ça n'est pas possible. On va la voir depuis le Champ de Mars, ça n'est pas possible. Donc on est sur un débat sur l'esthétique de Paris et le paysage de Paris. Peu importe l'avis de ses détracteurs. Le projet de tour Montparnasse est sur les rails et rien ne pourra désormais l'arrêter. La décision est prise d'entamer les travaux. À un moment donné, si vous voulez, on a tellement tardé que le truc est enclenché et on ne peut plus rétropédaler. Arrivera ce qui arrivera. En avril 1969, la première pierre est posée. Sous le feu d'artifice qui célèbre l'événement, les architectes ont des étoiles plein les yeux. Ils croient en sa construction rapide, en seulement 2 ans. Mais aussi moderne soit-elle, la tour va naître d'un chantier aux nombreuses complications. Paris, septembre 1969. Dans le secteur 3, face à la nouvelle gare en fonctionnement, les premiers travaux démarrent enfin. La tour doit être achevée avant la fin de l'année 1972. La zone complètement bouclée accueille des moyens impressionnants. On compte 5 grues, dont 2 spécialement fabriquées pour ce chantier titanesque, 2 centrales à béton et 3 ascenseurs qui assurent le transport des marchandises légères et des hommes pendant la construction. C'est un chantier monstrueux, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont cités partout, sur la quantité de mètres cubes de terre qui ont été charriés par tonne, par nombre de camions, donc c'est un immense trou. C'est effectivement un chantier qui bouleverse Montparnasse, la quiétude de ce quartier populaire. Tout d'abord, le terrain est creusé sur 18 mètres de profondeur à l'aide d'engins mécaniques très puissants. 420 000 mètres cubes de gravats sont retirés, l'équivalent de 4 500 camions semi-remorques. Mais rapidement, le chantier va rencontrer un premier problème. En effet, dans cette zone, les souterrains sont de vrais carrefours métropolitains. 4 lignes de métro y passent, dont une, la ligne 6, à l'endroit même où la tour doit être édifiée.
Le choix de construire la tour à cheval sur la ligne 6 est assez mystérieux. En fait, on n'a pas vraiment encore les clés de savoir pourquoi on a construit. Si on l'avait construit à côté, on aurait déséquilibré en fait l'ensemble du sol et on aurait mis en péril en fait le tracé de la ligne 6. Les voies du métro sont sensibles à ce qu'on appelle les tassements. C'est-à-dire que quand vous exercez au cœur de Paris une masse de 112 000 tonnes qui tombe sur le sol, vous risquez d'engendrer des mouvements au niveau du sol qui pourraient conduire à un déraillement de métro. D'autant que si le moindre tassement venait à se produire, c'est toute l'exploitation de la ligne qui serait mise en péril. On ne peut pas déstabiliser le métro et arrêter son fonctionnement. Et on sait que le moindre tassement, ainsi de suite, les métros ne fonctionnent plus. Je pense que c'était une sacrée contrainte technique. Et d'ailleurs, à mes yeux, c'est presque la contrainte technique majeure. Les ingénieurs décident donc de placer la tour à cheval sur le métro. La tour, elle, va être fichée dans le sol, mais par une sorte de pont, pour enjamber le métro qui passe dessous. Pour cela, le tunnel du métro est renforcé par un corset de béton. Ce dernier est suffisamment solide pour apporter non seulement un effet protecteur au tunnel, mais aussi supporter une partie du poids de la tour. 2 murs sont installés de part et d'autre du tunnel et sont reliés par 4 poutres en béton. Les poutres qui font un pont au-dessus du métro, elles font 3,90 m de hauteur pour supporter de l'ordre de 40 000 tonnes. Donc 40 000 tonnes, c'est exceptionnel pour un ouvrage d'art. Un ouvrage d'art, il va supporter peut-être quelques tonnes au mètre carré. Là, c'est 40 000 tonnes qui tombent au-dessus de la voûte du métro. Après 7 mois de travaux, le tunnel du métro est complètement consolidé. Le trou de Montparnasse s'apprête à accueillir les futures fondations de la tour. Pour les ouvriers, c'est un nouveau défi qui s'annonce, où ils vont, là encore, se heurter à une difficulté. Nous sommes en mai 70. Sur le chantier de Montparnasse, une étape capitale débute, la construction des fondations qui supporteront entièrement le poids de la tour. Les fondations de la tour, c'est comme tout édifice, il faut pouvoir garantir dans le temps la stabilité de l'ensemble. Je prends toujours cette image. Une tour, c'est comme un plongeoir, mais ce plongeoir, il est tenu. La tour, c'est un plongeoir vertical. Et cette tour, elle doit aussi avoir une certaine souplesse. Et pour obtenir cette souplesse, il faut qu'elle soit ancrée dans le sol. Mais à Montparnasse, les sous-sols sont de nature particulière. En effet, la zone a longtemps été exploitée par des carrières. Sur un certain nombre de sites, y compris le site de Montparnasse, il y a ces grandes carrières, donc c'est vraiment des poches de vide dans la terre. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas ce qu'on appelle fonder, donc créer des fondations, c'est-à-dire des piliers qui viennent dans le sol pour tenir le bâtiment. Cette contrainte impose aux ingénieurs de creuser très profondément, à 60 mètres, pour que la tour repose sur un sol plus solide. On ne peut pas s'appuyer sur des terrains trop fragiles, sur les sables et graviers par exemple, qui n'ont pas la résistance, donc on est redescendu dans la craie. New York, à l'opposé, est une ville qui accueille des centaines et des centaines de gratte-ciel, mais c'est pas un hasard, parce que New York, c'est un bloc de granit. Donc c'est un rocher géant en pierre qui est très solide, sur lequel on peut fonder, mais à quelques mètres, les tours de façon très facile. Il n'y a pas d'autre choix que de forer. Pour supporter le colosse de 122 000 tonnes, les ingénieurs multiplient les points de forage de part et d'autre du tunnel du métro. 56 puits sont creusés dans le sol de Montparnasse. Ils accueilleront les futurs piliers de fondation, appelés des barrettes. Une barrette, c'est comme un pieu, mais c'est pas circulaire, c'est un peu allongé. Les plus grandes faisaient 5 mètres par 1,80 m. Donc déjà, ça, c'était un travail considérable. Les 56 barrettes de fondation de la tour sont entièrement constituées de béton. Les quantités déversées sont phénoménales. 12 000 mètres cubes, de quoi remplir 2400 camions bétonneuses. Il y a entre 1/4 et 1/3 du volume de béton total de la tour qui est coulé dans le sol. Lorsque les fondations sont entièrement terminées, une dalle de béton est coulée par-dessus afin de fixer l'ensemble.
On appuie la tour, on pourrait dire, un peu comme sur des aiguilles à tricoter, sauf que l'aiguille à tricoter, elle fait 5 mètres par 1,80 m au lieu de faire quelques millimètres de diamètre. Et en tête, pour éviter que tout ça gigote, bah, c'est relié par une épaisseur de béton et qu'on appelle le radier, quoi, de manière à ce que tout reste monolithique. Maintenant que les fondations sont terminées, les hommes du chantier sont prêts pour construire l'immense tour Montparnasse. Et pour cela, ils vont se servir d'une technique innovante qui n'avait jusqu'alors jamais été utilisée pour une construction de cette taille. Mai 1971. Alors que le chantier de la tour Montparnasse bat son plein depuis plus d'1 an, la construction s'accélère. Il n'y a pas de temps à perdre. La tour doit être terminée pour l'année prochaine. Il faut aller vite parce que si on ne va pas vite sur un chantier, on perd de l'argent, on perd beaucoup d'argent. Mais comment aller vite quand le travail à accomplir est titanesque? Les ingénieurs ont trouvé la réponse. La technique du coffrage glissant. Ce procédé inventé tout récemment va sur le chantier de la tour Montparnasse révéler toute son efficacité. En effet, il a été spécialement conçu pour les constructions de grande hauteur. Et son avantage remarquable, c'est qu'il n'utilise pas d'échafaudage. Le principe du coffrage glissant est simple. Un moule géant de la forme du noyau du bâtiment s'élève à la force de 96 vérins hydrauliques au fur et à mesure de la construction. À chaque fois que le moule progresse, il est immédiatement rempli de béton et de ferraille. C'est vraiment une innovation, puisque là, il a fallu diminuer le temps de chantier pour finalement livrer la tour le plus rapidement possible. Donc on a pensé à ce développement de noyaux comme ça qui s'érige de façon assez rapide. C'est-à-dire que le moule avait la hauteur suffisante pour qu'on puisse le remplir de béton. Et puis, il montait tout doucement, donc le béton avait le temps de sécher. Et donc, le moule pouvait laisser le béton dur en haut et puis continuer à monter. Puis on remplissait en permanence de béton comme ça. Donc, ça a été coulé d'une seule pièce, en fait. Il n'y avait pas besoin d'avoir un échafaudage sur l'ensemble de la structure. Une fois qu'on avait coulé, ça sèche et ça devient structurel. Et on continue comme ça, on monte petit à petit en avant. Il avançait de 15 à 20 cm par heure, ce qui est énorme. Les cadences sont telles que le noyau progresse d'environ 2,30 m par jour. Ce procédé très efficace demande néanmoins une présence humaine constante. Les quelques ouvriers présents au sommet du noyau alimentent sans cesse la construction avec de l'acier et du béton. Les quantités sont si énormes que 2 centrales de production sont installées sur le chantier et amènent au moyen de pompes le béton jusqu'au coffrage, une véritable usine. Vous imaginez, vous êtes à 100 mètres de hauteur par rapport au sol, vous avez la machine qui pousse votre coffrage de 20 cm par heure, et vous, il faut mettre en place vos aciers, couler votre béton. C'est sûr qu'il y avait une cadence très forte, et je pense que c'est peut-être à la fin, on était même sur les 3-8, pour pouvoir augmenter la cadence et livrer la tour à temps. Travail en continu, les ouvriers ne faisaient pas 40 heures, mais plutôt 60 heures par semaine, et comme le coffrage devait monter, il y a toujours des ouvriers sur place. Il y en a qui ont passé leur nuit là-bas, hein. Donc où on dort, on se réveille. Il y a une vie qui s'installe, oui, parce qu'on mange sur place. Voilà, c'est presque une vie de famille là-haut, quoi. À l'aplomb du noyau, 2 grues entament un balai incessant. Elles sont des outils indispensables à la construction d'un bâtiment d'une telle hauteur. Il n'est pas question, pour une tour de cette hauteur, que les gens montent des charges manuellement. Donc il faut des engins de levage. C'est des grues spéciales qui ont été plus ou moins conçues pour la tour. À savoir que là-haut, il fallait venir chercher des charges à plus de 200 mètres. Et les grues, elles servent à la fois pour alimenter sur le propre chantier du noyau, mais également pour construire toute la charpente métallique, donc toutes les poutres, etc., pour pouvoir construire en même temps dans les étages inférieurs la structure. Aussi soulever toutes les façades. Et aussi pour augmenter la cadence, parce que si on a 2 grues, on va 2 fois plus vite. Fruit d'un chantier à la pointe de la modernité, la tour s'élève rapidement dans le ciel. Mais les Parisiens s'inquiètent. À quoi ressemblera cette tour au final? La peur d'une énorme masse sombre qui dénaturerait Paris commence à se répandre. Janvier 1972.
2 ans et demi après le début du chantier. Alors que la tour Montparnasse fait irruption dans le paysage parisien, ce qu'il se dit dans les rues de la capitale n'a rien d'élogieux. C'est pas tellement heureux, mais enfin j'espère qu'elle ne restera pas dans cet état-là. C'est quand même plus l'architecture d'un temps chez nous en France. Hein. On a peur de la hauteur de cette tour, finalement, parce que c'est tout nouveau dans Paris. Les gens la voient, finalement, voient le chantier de loin, etc. Donc une vraie polémique se met en place, parce qu'effectivement, on la trouve imposante, on la trouve laide, on la trouve pas à l'échelle de ce qu'est Paris ou de l'image, ce qu'on se fait de Paris. Elle surprend par rapport finalement aux alentours et avec des bâtiments qui sont très très bas, et donc elle s'oppose vraiment à Paris. Mais au-delà de sa taille imposante, c'est son style architectural qui inquiète. Il y avait ceux qui la trouvaient furieusement symbole de modernité, et puis ceux qui se disaient « mais Paris a perdu son âme ». Ça crée une esthétique qui, à cette époque-là, marque les esprits comme une chose très différente de ce que l'on connaît. Alors que la tour fait l'objet des plus vives critiques, le chantier se poursuit et il va même s'accélérer avec la construction en parallèle du noyau, des planchers et des façades. Pour pouvoir construire la tour de façon la plus rapide possible, on ne peut pas enchaîner la structure, la construction de l'aménagement intérieur, puis les façades. On est obligé de tuiler en fait, les faces, qu'on appelle tuiler les faces. Pour ça, les ingénieurs ont établi un planning de travail à l'aide des premiers ordinateurs. Cette organisation innovante pour l'époque a pour but de hiérarchiser les tâches et diminuer le temps de chantier. C'est-à-dire qu'on va commencer par la structure, c'est ce qui tient, le noyau, et puis immédiatement après, une fois qu'on a construit un certain nombre d'étages, on va construire immédiatement la structure métallique qui va supporter les planchers. Le noyau de la tour est arrêté à mi-parcours, à 109 mètres de haut, pour commencer à installer les premiers planchers au bas de la tour. La pause est de courte durée. À peine le travail commencé, au sommet de la tour, le coffrage glissant reprend son ascension. C'est un gain de temps sur le planning général, quoi. Hein, quand on remet toutes les tâches les unes en dessous des autres, on voit bien qu'on gagne beaucoup dans le délai. Avec la finalisation des premiers étages, la tour Montparnasse prend forme. C'est le premier édifice de cette taille et de ce genre à Paris qui allie le béton et l'acier. En France, on a la culture plutôt de la pierre à la base et qui s'est finalement au XXe siècle modernisée en béton. C'est pour ça que le noyau s'est construit en béton et les structures extérieures en métal pour arriver quand même à augmenter la cadence du chantier. Donc c'est pour ça que finalement cette structure de tour est mixte. Des matières plus modernes, des techniques de construction nouvelles, le chantier de la tour Montparnasse concentre toutes les innovations. Mais ingénieurs et architectes le savent, rien de tout cela ne servira si les occupants de la tour peinent à y circuler. Il va donc falloir relever un autre défi. Janvier 1973. La tour est en construction depuis 3 ans et demi. C'est une question majeure à laquelle il faut maintenant répondre. Comment faire circuler quotidiennement 7000 personnes dans un espace fermé et vertical? Les contraintes d'une tour, c'est de faire rentrer 2000, 3000 personnes par 2 portes, ou 3 portes, ou 10 portes, 5 ascenseurs, 10 ascenseurs, pour qu'ils rentrent chacun dans leur petit bureau le matin à 8h30 et le soir qu'ils sortent tous à 17h. Pour y parvenir, les architectes ont la solution, le noyau. Cette partie de la tour est suffisamment solide pour supporter tous les espaces de circulation. On parle de noyau parce qu'on est au cœur, comme un noyau d'un fruit, on est au cœur de la tour. C'est l'endroit où c'est le plus sombre. C'est l'endroit où on ne peut pas vraiment mettre de bureau, on ne peut pas mettre de programme. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va mettre tout ce qu'on appelle finalement les flux. Toutes les circulations verticales
Que ça soit les circulations de personnes, les circulations de fluides, d'air, tout ce que vous voulez, c'est au cœur du noyau. C'est donc là, au cœur de la tour Montparnasse, que sera installé le réseau d'ascenseurs. Une tour ne fonctionne pas sans ascenseur. Sans l'invention de l'ascenseur, il n'y aurait pas de tour. Donc l'ascenseur devient presque la rue, en fait, de la tour. Il y a une contrainte de la verticalité qui fait qu'on doit avoir beaucoup d'ascenseurs, des ascenseurs qui ne desservent pas forcément tous les niveaux et qui doivent aller relativement vite. Mais drainer une ville entière à la verticale demande des moyens exceptionnels. La montée aux étages se fera donc au moyen de 25 ascenseurs. Ils seront gérés informatiquement et divisés en 4 parties pour desservir au plus vite les étages demandés. Mais ce n'est pas tout. L'ascension dans la tour sera la plus rapide d'Europe et permettra d'atteindre les derniers étages en seulement 38 secondes. Cette contrainte de la hauteur sera aussi l'occasion d'instaurer de nouvelles règles dans les horaires de travail. Pour équilibrer les allées et venues dans la tour, les horaires seront aménagés. Des arrivées étalées entre 8 et 10 heures le matin et des départs entre 4 et 6 heures du soir. Cette tour, elle a aussi eu des retombées sociales, enfin, sur le travail. La tour a instauré la flexibilité dans la sortie des heures de bureau. C'est ça qui est assez fou, d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Pensé comme un immeuble moderne, les architectes ont facilité l'accès à la tour par n'importe quel moyen. L'utilisation de la voiture explose. Il sera donc possible de se garer au sein d'un parking de 40 000 m². Plusieurs lignes de métro passent juste dessous. La tour sera donc raccordée au réseau par un passage souterrain. L'idée, c'est qu'on utilise les transports en commun ou la voiture. Donc on arrive soit depuis le parking, soit depuis le métro, et on rentre directement dans le bâtiment. Et la tour a été pensée comme ça. Il y a un accès direct depuis le métro, il y a un accès direct depuis le parking, et il y a un autre lobby en sous-sol qui permet de connecter aux moyens de transport. Mais si la circulation des personnes est primordiale, il est un critère sur lequel les concepteurs vont devoir se montrer particulièrement ingénieux et conditionnera la vie même des occupants, la sécurité. Avril 1973. Ça y est, la tour Montparnasse vient d'atteindre sa taille finale de 210 mètres. Mais le monstre de béton et de verre est pointé du doigt. Que se passerait-il si un incendie venait à se déclarer dans l'un de ces 59 étages? Sur ce genre de bâtiment, la sécurité incendie est énorme pour les évacuations de personnes, puisqu'il faut les évacuer en un temps record. Un immeuble de cette taille sur le plan de la sécurité incendie, ça a obligé à revoir complètement la stratégie que l'on avait pour la sécurité incendie des bâtiments. En effet, si de nombreuses règles existent à l'époque, aucune n'est adaptée à un tel bâtiment. Les 4 escaliers de secours, par exemple, ne suffisent pas à la quantité de personnes à évacuer. S'il fallait mettre autant d'escaliers dans la tour Montparnasse qu'on en met dans un bâtiment traditionnel, il faudrait à peu près une cage d'escalier par étage. Ça veut dire qu'au niveau du rez-de-chaussée, il arriverait à peu près 50-55 cages d'escalier. Ce serait plus une tour, ce serait une pyramide. L'idée des ingénieurs est alors très simple. Il faut pouvoir être en mesure d'évacuer l'étage concerné et non pas l'ensemble du bâtiment. On invente avec la tour Montparnasse une nouvelle réglementation qu'on appelle les immeubles de grande hauteur, IGH, qui ont des exigences particulières en matière de sécurité. La plupart des immeubles de grande hauteur sont conçus sur le principe de ce qu'on appelle un compartiment, c'est-à-dire cette boîte qui est sur la hauteur d'un seul étage. L'objectif, c'est de ne pas évacuer les autres niveaux du bâtiment, parce que sinon, ça engorgerait les escaliers. Ça, c'est l'idée de base du règlement. Ce concept de boîte isole l'étage sinistré et le rend autonome. Cela permet de ne pas arrêter le fonctionnement du reste de la tour. En parallèle, les secours peuvent intervenir. On vient créer des cheminements verticaux très protégés
que sont les ascenseurs ou que sont les escaliers. Et c'est par ces ascenseurs ou ces escaliers que les services de secours vont intervenir. On va leur apporter de l'eau directement aux étages sous pression de façon à ce qu'ils puissent intervenir sur un incendie. Mais comment éviter que l'incendie ne se propage aux étages voisins? Comment être sûr qu'il restera isolé? Pour répondre à cette problématique, il existe une solution miracle, une matière isolante appelée amiante. L'amiante, c'est un matériau qu'on pense être formidable parce qu'on sait qu'un des problèmes des tours, c'est l'incendie. Facile à installer, les ouvriers du chantier vont l'utiliser pour recouvrir toutes les parties métalliques de la tour. On les recouvre d'éléments en amiante de façon à les protéger d'un incendie. C'est des constructions très traditionnelles des années 70-80. Il fallait ce qu'on appelle floquer, c'est-à-dire mettre un flocage sur la structure métallique pour pouvoir la protéger du feu et éviter en cas d'incendie que la tour s'écroule. En recouvrant la structure métallique de la tour de cette nouvelle matière isolante, les concepteurs s'assurent de la bonne sécurité du bâtiment en cas d'incendie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle pourrait un jour se révéler particulièrement dangereuse et menacer l'existence même de la tour. Juin 1973. Le chantier du secteur 3 et de la tour Montparnasse s'achève. En faisant 210 mètres et 59 étages, cet édifice devient le premier gratte-ciel parisien, mais aussi le bâtiment le plus haut d'Europe. C'est vrai que l'ouvrage, il est absolument gigantesque. C'est resté longtemps un record européen. Donc c'était pour l'époque un record de hauteur, et ça l'est resté pendant longtemps. Et il était, du point de vue méthode de construction, très innovant et très ambitieux. Et il faut comprendre qu'à l'époque, c'était le fleuron de l'innovation, dans tous les points de vue, structurels, même les façades, qui aujourd'hui sont obsolètes pour beaucoup de raisons, étaient des manières extrêmement innovantes pour l'époque. Grâce à sa hauteur, son emplacement unique au centre de Paris et son confort moderne, la tour Montparnasse devient une adresse de prestige. Elle bénéficie aussi d'un prix moyen au mètre carré très attractif, 7 000 francs, soit 1 067 € le mètre carré. De quoi remplir le carnet de commandes très rapidement. C'était vraiment un prestige de pouvoir être dans la tour Montparnasse et d'avoir une vue sur l'ensemble de Paris. Les gens qui y travaillent ont aussi conscience qu'ils sont dans un endroit rare qui est unique à Paris. Vous imaginez ceux qui travaillent au dernier étage, c'est assez hallucinant. Il y avait une excitation, ils étaient contents, ils ont pu rentrer dedans, travailler dedans, et je pense qu'ils ont vu la qualité que pouvaient avoir les espaces de travail dans une tour. L'arrivée de la tour Montparnasse signe le renouveau de tout un quartier. Au pied du bâtiment, le nouveau centre commercial a ouvert ses portes. C'est près de 35 500 mètres carrés où l'on retrouve 63 boutiques sur 3 niveaux. Pour les habitants, cette façon de consommer est une révolution. À cette époque-là, on était plus sur des petits artisans ou des commerces de proximité, etc. Donc ça a forcément révolutionné un mode de vie, mais qui correspondait à ce dont on avait besoin à l'époque, d'une certaine manière, dans cette modification sociétale importante. Pendant 32 ans, du haut de ses 210 mètres, la tour Montparnasse domine fièrement la capitale. Jusqu'au jour où la sécurité de ses occupants va être menacée et nécessitera la mise en place d'un gigantesque chantier au sein même de l'édifice. Nous sommes en 2005. La tour Montparnasse est une nouvelle fois pointée du doigt. Cette fois, ce n'est pas son esthétique qui pose problème,
mais l'isolant anti-feu utilisé lors de sa construction, l'amiante. Cette matière se révèle extrêmement dangereuse pour la santé et l'édifice en contient des quantités supérieures aux normes de sécurité imposées. C'est un matériau qui protège, donc on en met dans les revêtements muraux, autour des colonnes, des piles, on en met dans le béton, on en met dans le verre, on en met dans les fenêtres. La menace est partout. L'amiante qui recouvre toutes les parties métalliques de la tour provoque des cancers du poumon et des maladies respiratoires. Il faut donc désamianter tout le bâtiment grâce à une méthode qui a déjà fait ses preuves. Les travaux de désamiantage du bâtiment débutent en mars 2006. Chaque étage concerné fera l'objet d'un confinement de manière à ce qu'aucune fibre d'amiante ne s'échappe dans l'air. Ensuite, on retire les parties ayant été floquées à l'amiante pendant la construction. Dans la tour, les copropriétaires se sont attelés à faire enlever toute l'amiante qui pouvait se répartir, qui pouvait tomber sur les gens, et a mis en place des petits renifleurs d'air. Partout, la tour a été le bâtiment le plus contrôlé d'Europe au cours et après cette opération de désamiantage. Ce chantier d'un nouveau genre a duré 8 ans et coûté près de 250 millions d'euros. Il a été entièrement payé par les 300 copropriétaires du bâtiment. Aujourd'hui, 90% de l'immeuble a été désamianté en surface et 54% en sous-sol. À ce jour, la tour est déclarée sans risque par des rapports d'experts, mais elle reste néanmoins contrôlée tous les trimestres. Aujourd'hui, la tour a été purgée en fait, de cette amiante à partir du moment où ça a été diagnostiqué en 2005. Cette purge a protégé la tour d'une possible démolition. Mais au-delà des problèmes de sécurité, l'édifice est victime de l'usure du temps. Il devra donc bientôt faire peau neuve. Juin 2017. Près de 44 ans après l'inauguration de la tour Montparnasse, les copropriétaires du bâtiment lancent un concours international d'architecture visant à moderniser l'immeuble parisien. Si la tour veut garder sa place de symbole de modernité, elle va devoir répondre aux enjeux cruciaux du XXIe siècle. Une meilleure intégration au sein de la ville et devenir un bâtiment écologique. C'est un bâtiment qui a une très forte co-visibilité, qui a été beaucoup décrié par moments, encore une fois pour des raisons légitimes ou non légitimes. C'est pas qu'un projet d'esthétique, un projet de bâtiment comme celui-là. Plus de 700 projets du monde entier sont proposés pour rénover l'emblématique tour parisienne. Seulement un seul est sélectionné. Voici à quoi ressemblera la tour Montparnasse de demain. Ce qui est intéressant dans le projet qui a été choisi, c'est que, en fait, il ne s'est pas posé la question au départ de changer la forme. Il s'est posé la question de l'usage, c'est-à-dire comment les Parisiens ou les non-Parisiens vont pouvoir mieux profiter de cette tour. Je crois qu'il ne faut absolument pas perdre l'identité aujourd'hui de cet espace. Cette identité est marquée, il fait partie de notre histoire, il faut l'assumer, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas essayer de le cacher, il faut le faire vivre, il faut le faire évoluer, le faire changer en gardant les fondamentaux de cette architecture. Cette tour aura pour particularité de s'ouvrir davantage aux habitants et d'être un nouveau lieu de vie dans le quartier. Pour cela, les architectes ont imaginé un jardin suspendu au 14e étage, un hôtel et une serre au sommet qui viendra élever encore un peu plus la tour de 28 mètres. Une fois terminé, l'édifice pourra accueillir 2 fois plus de visiteurs, l'équivalent de 14 000 personnes. Mais une question demeure. Comment garantir la sécurité d'une tour qui peut accueillir encore plus d'usagers ? La tour Montparnasse part avec un avantage.
Ses concepteurs l'ont imaginé avec un nombre d'escaliers bien supérieur aux normes de l'époque. Cette tour a une chance dans sa conception. La même tour, aujourd'hui, on ne l'aurait conçue qu'avec 2 escaliers. La tour Montparnasse a été conçue avec 4 escaliers principaux. Ce qui lui offre une possibilité, en respectant la réglementation actuelle, d'accueillir un effectif de public un peu important à certains niveaux, notamment dans les derniers étages. Le chantier, qui doit se finir pour 2024, s'annonce une nouvelle fois titanesque. Les architectes ont prévu de rénover l'édifice tout en gardant le noyau de la tour actuelle. C'est une réhabilitation lourde mais respectueuse. Quand on parle du squelette du bâtiment, on a souhaité en préserver la très grande majorité. Démolir pour reconstruire aujourd'hui serait une aberration environnementale. La tour va devoir répondre à de nouvelles normes. Et les architectes ont décidé de faire de l'une des faiblesses de l'édifice une force. Les nouvelles façades auront pour particularité de récupérer la force du vent afin de l'utiliser comme une aération naturelle dans le bâtiment. Une tour, surtout quand elle est toute seule comme ça, est soumise à des mouvements d'air importants. Au bas de la tour Montparnasse, il y a souvent des turbulences. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. C'est en fait l'accélération du vent le long d'une façade. On s'est dit, au lieu d'être toujours contre cet élément, eh bien, on va l'utiliser et on va utiliser cette force quasi permanente sur la façade pour la ventiler naturellement. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez novateur, pour dire que la tour, au lieu d'être toujours une sorte de grande boîte de conserve où on ne peut jamais ouvrir les fenêtres, ben, c'est quelque chose qui va respirer. Au lieu de travailler une façade comme un thermos, trop bien isolé, on a au contraire voulu qu'elle ait cette porosité qui va permettre d'irriguer à l'intérieur des plateaux en renouvellement d'air. Ces nouvelles façades révolutionnaires permettront à la tour de baisser sa consommation énergétique de 40%. Aujourd'hui, si la tour Montparnasse garde une image de monument controversé, elle reste cependant un édifice hors du commun, qui s'est illustré par sa construction comme un exploit technique. Premier gratte-ciel français, elle demeure un symbole de modernité.